Max, Ouais. il s'est encore passé beaucoup de choses à Nice aujourd'hui. On a quelques conséquences de ces incidents au sein du club, hein. Oui, bah déjà tu le disais, il y a eu une enquête pour violence aggravée ouverte par le parquet de Nice. Des auditions ont déjà mené suite aux plaintes de Jérémy Boga et Terem Moffi. Ces deux mêmes joueurs qui ont fait savoir qu'ils ne voulaient plus porter et défendre les couleurs de l'OGC Nice. Et les autres joueurs, les coéquipiers, eh bien, doivent eux reprendre le chemin de l'entraînement demain en fin de matinée. Et avant cela, ils ont prévu de se réunir pour voilà, parler de la situation. La question de la démission de Francaise s'est posée, mais force est de constater qu'il est toujours là. Florian Maurice aussi. Le président Fabrice Boquet, qui était absent dimanche soir au centre, enchaîne lui les réunions de crise, nous dit-on. Et il a notamment rencontré les supporters hier soir, quelques représentants du groupe Ultra de la Populaire Sud. Et pour rassurer tout le monde, voilà, le club va renforcer dès demain son dispositif de sécurité autour du centre d'entraînement, avec le renfort et le soutien de la police. Mais les joueurs voilà, se disent quand même profondément choqués, parlent d'événements impardonnables et remettent en question le dispositif de sécurité du club à leur retour de ce déplacement de Lorient qui a laissé beaucoup de traces. Et merci Maxime, tu restes avec nous. C'est la une de Rotten sans flamme, le chaos à Nice. Qui est responsable? 32-16 pour participer avec nous. Avant d'entendre la Dream Team, on a un autre témoignage, celui d'un journaliste qui était sur place dimanche soir, qui a vu donc l'échange tendu entre les supporters et les joueurs. C'est Maxime Baquier qui est avec nous. Il est journaliste à Ici Azur. Bonjour Maxime. Salut Maxime. Bonsoir messieurs. Sois le Bonsoir. bienvenu. Maxime, Ouais, merci. on s'est eu dans la journée. Tu m'as dit que tu avais été contacté par certains supporters niçois. Tu savais qu'il allait y avoir un accueil musclé de la part des supporters pour les joueurs au centre d'entraînement. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as vu dimanche soir, toi? Oui, bah c'est ça. Moi, je suis arrivé vers 23 h parce que le bruit courait que les supporters allaient se réunir pour attendre le bus des Aiglons à ce moment-là. Et c'était assez calme quand je suis arrivé. Il y avait entre 300 et 400 supporters. Et c'est vrai, quand le bus est arrivé, ils se sont mis en travers de la route juste devant le parking du club où se trouvaient les véhicules des joueurs. Et là, ils ont arrêté le bus. Ils ont d'abord craqué les fumigènes, chanté des chants un peu hostiles, les insultes un peu traditionnelles qu'on peut entendre dans ce genre d'événement. Et là, il y a un des membres du groupe Ultra Populaire Sud qui est monté dans le bus pour commencer à discuter avec les membres du club, sans doute un peu fixer le scénario, les règles de ce qui allait se passer, demander aux joueurs de sortir et avec un mot d'ordre, c'est pas de violence. Vous ne recevrez pas de coups. Voilà, venez, vous n'avez rien à craindre. Et c'était le mot d'ordre, en tout cas pour avoir discuté avec des supporters avant. Le mot d'ordre, c'était pas de violence. On est là pour faire passer le message, on est là pour les interpeller, pour les réveiller, parce qu'il y a les prestations, mais il y a surtout des attitudes qui nous déplaisent. Et forcément, Boga et Moffi étaient très attendus. Au départ, quand les membres du staff ont commencé à descendre, là, on a senti un moment de tension et les forces de l'ordre et les membres du service de sécurité qui étaient présents ont dû exfiltrer Florian Maurice, qui est un des premiers à être sorti du bus et qui a été, lui, pour le coup, chahuté. Bien chahuté, bousculé. On l'a vu sortir de cette masse un peu hagard, un peu choqué. On voyait le regard vraiment choqué du directeur sportif du gym. Francaise, lui aussi, sorti par les membres du service de sécurité, mais assez serein et très rapidement, lui, il est rentré dans un mode discussion avec les supporters qui étaient présents pour essayer de désamorcer un peu justement ce moment de tension. Et si c'était un peu tendu au départ, il a très rapidement été acclamé par les supporters qui étaient là. Et les joueurs, ensuite, eux, un à un, ont dû traverser cette foule hyper dense qui était à la sortie du bus et qui barrait le chemin. Et ils ont eu entre 10 et 15 mètres à faire pour aller jusqu'au parking. Et là, c'était, voilà, il fallait jouer des coudes pour passer. Mais moi qui étais présent à 3-4 mètres de cette espèce de corridor là où il fallait se faufiler, j'ai pas vu de violence, j'ai pas entendu d'insultes racistes et pourtant j'étais très attentif. Et donc voilà, j'étais un peu surpris de l'ampleur que tout ça a pris hier parce que moi sur le coup, j'ai vu des joueurs insultés, bousculés, chahutés, ça c'est sûr. Des violences, des coups, je les ai pas vus, j'ai simplement vu le bonnet de Terem Moffi arraché par un des supporters. Donc ça veut dire qu'il y avait contact entre ces supporters et ces joueurs. Et tu Mais pouvais voilà. Et tout après, voir, tu pouvais tout voir où tu es placé, ou Non. il y a des Alors, choses que tu n'as pas pu voir, parce que là, ce que tu dis, ça fait un peu froid dans le dos. Ça veut dire que, en gros, ce qui est sorti, les coups, les trucs, c'est des inventions. Ah non, mais il y a eu plainte. non, Il y a c'est pas ce que je dis. Ouais, ouais. C'est pas ce que je dis, Peut-être Jérôme. que tu les as Ouais, pas ouais. vus. Ouais, ouais. Ouais, voilà, moi ce que je dis, c'est que j'étais très attentif justement pour faire ce métier de journaliste, d'essayer de rapporter ce qui se Bien passe. sûr. Et sur le coup, moi je vois des joueurs qui ont du mal à se faufiler.
mais qui parviennent à s'exfiltrer assez rapidement de cette foule. Donc il n'y a pas eu de lynchage, il n'y a pas eu de joueurs qui sont tombés au sol. Mais je ne les ai pas vus, ces coups, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas eu lieu. Oui, d'accord. On parle de coups au niveau des jambes, du dos. Donc ça, forcément. Mais est-ce que, Maxime, on connaît les supporters virulents, ceux qui sont là, assidus, qui sont là depuis pas mal d'années, tout le monde les connaît. Et dans tous les clubs, c'est la même chose. Et tu as des groupes qui, en fait, se rebellent, en effet, très souvent, parce que c'est le charme du football. Quand il y a les mauvais résultats, ils viennent te mettre une pression particulière. Est-ce que dans ce groupe, parce que moi on me dit, des infos que j'ai aussi des gens qui habitent dans la région, que se sont greffés des gens qui sont plus des casseurs qu'autre chose, qui n'ont rien à voir avec les abonnés de Nice. Non, franchement non. Alors je m'avance peut-être un peu, mais non. Alors, je les connais pas tous, mais vraiment les gens qui étaient là, les supporters qui étaient là, c'était des amoureux de l'OGC Nice, c'est des gens qui souffrent depuis des semaines. Bon. Et moi, je ne suis pas là pour les défendre. Franchement, je n'ai pas de contact direct avec eux. De toute façon, ils sont indéfendables. Exactement. Toute forme de violence, elle est condamnable et c'est intolérable s'il y a eu des coups. Déjà, excuse-moi, je te coupe, Maxime, mais quand tu vois comment se sont déroulées les choses, déjà, il y a quelque chose, moi, qui me laisse perplexe. Comment on peut laisser des joueurs un par un alignés comme ça, marcher sur 20 mètres? C'est ce que les joueurs reprochent. On pourra faire le détail avec Max Tilliette. Exactement, c'est qu'il y a un manque de sécurité et d'anticipation dans ces choses-là. Ouais, ça, c'est sûr. Écoute, Maxime Baquier, merci beaucoup d'être venu témoigner de ce que tu as vu comme ça dimanche soir. Tu étais le seul journaliste sur place. Merci beaucoup, journaliste ici à Azur. Et bon courage parce qu'il y a du boulot là. Ouais, il y a du boulot à Nice. C'est pas terminé. Voilà, Maxime Tilliette avec nous aussi. Votre réaction, messieurs, déjà, avec tout ce qui s'est dit. Jérôme, il y a un peu de recul. Qu'est-ce que tu veux rajouter sur cette situation? Écoute, on en a parlé hier. Moi, j'ai donné mon avis. Et je trouve ça totalement. Je reste sur ma position d'hier. Moi, quand je parle on parle de violence comme ça, de corrida, ou je sais pas comment tu peux, corridor, là, comment tu peux pas la corrida. À l'arrivée, tu as l'impression que les joueurs c'était des taureaux et que tu avais les taureaux à côté qui étaient là pour les emmancher. En fait, excuse-moi, mais moi, il y a des choses qui me choquent dans tous les cas. Après, qu'est-ce que tu veux que je rajoute à ce que j'ai dit hier? Je trouve ça. Là, c'est l'heure de pointer les responsabilités. C'est le débat qu'on fait ce soir. À qui vous en voulez dans cette situation? Les responsabilités, tu peux toujours dire qui est responsable de quoi que ce soit. Les résultats, les joueurs sont les principaux responsables. L'encadrement, le staff, tout ça. C'est lui pour moi. Non, attention, Manu. Là, je parle du sportif. Je parle des résultats sur le terrain. Mais comment tu veux trouver une responsabilité à ces actes, à cette violence-là? C'est les supporters qui sont présents. Donc il n'y a pas une question de dire les joueurs sont responsables, le staff est responsable, les dirigeants sont responsables, les propriétaires, les supporters, ils doivent se tenir, point final. Donc tu ne peux pas accepter l'inacceptable comme ça, tu vois, faire autant de choses. En plus, on en a parlé hier, et je vais donner la parole à Steve et à Manu parce que j'ai été un peu long hier et je ne vais pas répéter ce que j'ai dit, ce que j'ai expliqué hier. Mais dans tous les cas, ça peut être que négatif pour la suite. La preuve, c'est que des joueurs, ils ne veulent plus jouer à Nice. Les deux joueurs cités ne veulent plus porter le maillot du soir, Max l'a dit. Il a déposé sa démission ou proposé sa démission, là sans indemnité cette fois. Le directeur sportif pareil. On peut le confirmer ça, Max Tilliette, que la démission de Francaise a été déposée et que pour l'instant on n'a pas de réponse de la direction? Oui, c'est ça. Et c'est une situation qui est totalement floue parce que c'est dur d'accepter pour la direction niçoise et même Ineos qui s'intéresse quand même de loin à tout ça. Mais parce que derrière, si tout est accepté, oui en effet, mais si c'est accepté, il va falloir repartir d'un champ de ruines. Et c'est mission impossible en plein mois de décembre comme ça de repartir de zéro. Manu, à qui tu en veux? Qu'est-ce qu'il est loin le projet qu'on nous avait annoncé à l'arrivée d'Ineos en disant qu'on jouera la Champions League chaque année. On serait le deuxième, voire le premier meilleur club. On va pas se mentir, on va dire les choses telles qu'elles sont. L'OGC Nice est devenu la résidence secondaire de Radcliffe, qui est plus focalisé sur Manchester United. Il a tellement de problèmes aussi à gérer là-bas, outre-Manche, qu'aujourd'hui, il regarde même plus ce qui se passe à l'OGC Nice. Il a l'impression vraiment qu'il s'en fiche royalement. D'ailleurs, on le voit sur le dernier marché des transferts. Déjà qu'il y avait des manques sur l'effectif l'année dernière. Moi, j'en avais parlé à 2 reprises avec Franck, l'entraîneur,
Franck Hez, qu'on se connaît depuis tant d'enfance, on en avait parlé en fin de saison, il m'avait déjà évoqué des manques justement dans son effectif et tant bien que mal, ils avaient réussi justement à accrocher une place qualificative du tour préliminaire de Champions League en disant que c'était un cadeau empoisonné qu'avec l'effectif qu'il avait, il fallait surtout pas la jouer cette Champions League. De toute façon, ils n'étaient pas prêts à la jouer. Même, tu vois l'Europa League, deux années consécutives, c'est la risée justement de l'Europe. Donc, quand tu vois ce qui s'est passé lors du marché des transferts et que tu vois qu'ils ont vendu pour à peu près 60 millions d'euros, qu'ils ont réinvesti 35 millions d'euros sur des profils qui coûtent 6 millions d'euros la plupart du temps, mais qu'est-ce que tu veux faire avec des profils à 6 millions d'euros? Je veux bien qu'à l'heure actuelle, tu essayes justement avec des datas, des données, d'essayer de trouver la future pépite que tu vas revendre 40 millions d'euros. Ça marche pas. Mais la plupart du temps, ça marche pas parce qu'ils se sont affaiblis. Pour moi, les responsabilités sont diluées. Là, en premier lieu, c'est Ineos, avec Radcliffe en tête. Je trouve que c'est du grand n'importe quoi. C'est en train de se passer du côté de l'GC Nice depuis un petit moment déjà. On ment aux supporters, on ment également aux gens. Je pense que le projet qu'on a vendu à Franck Hez également n'est pas du tout celui qui se présente maintenant depuis un bon nombre du temps. Bon, après, ça ne l'a pas empêché de re-signer. Oui, mais justement, parce qu'il voulait peut-être mettre du poids dans la balance pour essayer de convaincre à la fois les personnes avec qui il travaille, parce que son staff essaye de faire un travail colossal. Et je vois que, pour moi, la responsabilité ici incombe à Franck dans sa communication. Là, je la trouve délétère, je la trouve vraiment négative. Et ce, depuis plusieurs mois maintenant, quand il prend à partie à chaque fois que ses joueurs publiquement, quand il est en train de pointer du doigt le manque de rigueur, de professionnalisme des joueurs qui ne veulent pas venir à l'entraînement pour essayer de progresser, qui ne veulent pas justement essayer d'avoir cette mentalité de gagnant dans le projet dans lequel on essaye de leur proposer. Je pense aussi également que au niveau de la présidence, il y a des manquements également parce qu'on a l'impression qu'il sert de tampon en permanence, Franck Hez, dans les conférences de presse. Il est souvent livré à lui-même. Les joueurs, j'en parle même pas parce que là, je rejoins les supporters jusqu'à une certaine mesure, bien évidemment. Mais les joueurs, ils se fichent de qui? Parce que malgré tout, même si tu regardes l'effectif qui est bancal, certainement au niveau de certains profils, notamment au milieu de terrain, c'est bancal, sincèrement, par rapport à ce que veulent mettre en place Franck Hez dans son projet de jeu. Malgré tout, c'est quand même pas l'effectif le plus pourri de la Ligue 1. Mais ça y ressemble tellement match après match. Imagine, Manu, c'est 14 défaites. Il y a une ambiance tellement anxiogène, tellement négative aujourd'hui qu'aujourd'hui, elle est mise en lumière de façon exacerbée par le comportement des supporters. Mais je trouve que sur le système pyramidal, aujourd'hui, on s'intéresse à ce qui se passe tout en bas, parce que la vindicte populaire, elle est telle qu'aujourd'hui, tout le monde s'offusque. Mais il faut regarder aussi la trajectoire linéaire. Je ne cautionne pas ce qui s'est passé. Je trouve ça scandaleux. Bien sûr. Mais ce qui se passe depuis des mois à l'OGC Nice, on va dire que quelque part... C'est une conséquence. Voilà. C'est un feu qui aujourd'hui a pris des proportions pas possibles. Mais là où tu as raison, et je donne la parole à Steve, mais là où tu as raison, Manu, c'est qu'en se renseignant hier aussi, j'ai parlé avec des anciens de Nice, des amoureux de Nice, et ils te disent, en effet, on se sent trahi d'une chose, c'est qu'il y a... Sur le projet. Il y a, allez, on va remonter à même pas 4 ans. Même pas 4 ans. Ils étaient prêts à mettre Radcliffe 1 milliard sur la table pour être le deuxième, voire le meilleur club français. Rappelle-toi des déclarations qu'il avait fait dans la presse. Non, mais c'était la réalité. Il y avait un projet qui se montait. Et arrivé Manchester en cours de jeu. Mais au lieu, on peut le comprendre, mais explique-le. Et au-delà de l'expliquer, en fait, il a banané tout le monde, Radcliffe, le propriétaire, donc en essayant de cacher, c'est l'arbre qui cachait la forêt dans un premier temps, Franck Hez, avec le projet de tout ce qu'il avait réalisé il très bien. Il est en première ligne constamment, le garçon. À Lens, là aujourd'hui à Nice, on l'a mis lui, on lui a pris Florian Maurice, directeur sportif, qui avait montré des choses intéressantes, que ça soit à Lyon ou à Rennes. Mais justement, Florian Maurice, lui aussi, il a une responsabilité, parce que dans les profils qu'il a pris, il y a eu un désaccord aussi avec Franck Hez sur pas mal de profils. C'est vrai. Donc moi je veux bien que le directeur sportif fasse son travail, mais c'est en accord aussi avec l'entraîneur qui met l'équipe en place. Normalement c'est le cas. Ça c'est vrai. De toute façon les gars, on est bien placés pour le savoir. Les promesses non tenues ne blessent pas ceux qui les font, mais ceux qui les ont crues. Et donc on va venir sur les supporters. Les dirigeants, on va généraliser ça. La multipropriété, on annonce que c'est une catastrophe pour le football. C'est une catastrophe parce qu'ils sont obligés de faire des ventilations, des arbitres. Pas toujours, ça dépend. Attention les gars, non, mais attendez, faut pas prendre non plus. Attendez, faut pas prendre que parce que ça marche sur certains que c'est pas un problème. C'est pas le diable quand c'est bien fait, c'est bien fait. Mais à un moment donné, ça pète. Pourquoi? Parce qu'il y a des arbitrages qui dépassent le cadre de l'appartenance d'un club. Et on le voit avec Nice, on l'a vu avec Bordeaux, on va le voir. Mais le plus tard possible peut-être. Contre-exemple. Et puis à un moment donné, qui c'est qui va avoir?
attention les gars, attention, Strasbourg, il y a eu des arbitrages, ça n'a pas été facile. Parce que là, il y a des résultats. Mais en interne et avec les supporters, c'est pas toujours. Ouais, mais c'est là où tu les juges. Justement, il a raison. Exactement, c'est là où ça marche. Il y a peu d'exemples. Oui. La multipropriété, ça marche. fonctionne plutôt bien, non, à Toulouse. Ouais, mais c'est pas l'instant qui est important. C'est la longévité. C'est pas la longévité qu'il faut voir. Et moi, je vois que finalement, qu'on retrouve à la petite gestion. Je vais revenir dans ton sens. Manu, pour investir. Vous voulez je vais revenir dans ton sens. S'appauvrisse de plus en plus. Je vais revenir dans ton sens. La multipropriété, ce n'est pas un problème, sauf si les dirigeants sont clairs avec le projet de chaque club. Là, on est d'accord. Et c'est là, en fait, où il y a du mensonge. C'est qu'ils vont te dire, je vais prendre Nice, mais en même temps, je vais prendre United. On va voir, machin. C'est pour ça que je vous alerte aussi sur Strasbourg, parce qu'il y a Chelsea, il y a Strasbourg. Attends, il y a une pépite qui est là. Mais Strasbourg travaille bien avec Chelsea. Tu vois des joueurs qui vont cette année. Il y a un lien entre les deux clubs. Il n'y en a pas entre United et Nice. Ce que je vais te dire, Manu, c'est qu'en fait, il faut être clair, sûr et honnête au niveau du projet. Donc à Nice, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils ont annoncé tout et n'importe quoi qu'ils étaient capables d'assurer sur tous les fronts. Non, ils n'ont pas annoncé tout et n'importe quoi. Ils ont annoncé tout. Mais depuis, vu qu'ils investissent n'importe quoi maintenant, depuis que Manchester est rentré dans la danse, exactement. C'est qu'ils allaient pouvoir arroser sur tous les flancs. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben les mecs, ils font un arbitrage. Ils se disent, attends, Nice. Oh là, championnat de France, il n'y a pas trop de droits télé. Au final, on va récupérer de la masse financière là-bas. On va pouvoir faire des pépites. Et donc là, on arrive dans le projet sportif à Nice. Le projet sportif, on le voit très bien. Eh bien, Francaise, tu vas nous former des joueurs. Tu vas nous créer de la visibilité pour certains joueurs. Et puis, on va en retirer un au mercato d'hiver. On va en retirer 2 au mercato d'été. Ça va faire 60, ça va faire 80 millions. On va les réinjecter où? Dans la holding qui va gérer. Non, c'est même pas ça, Steve, en fait. Mais non, et donc, au final, tu as les supporters. Donc, au final, tu as les supporters qui, eux, y croient. Là où, par contre, je mets un gros point de vigilance, c'est qu'on a mis aussi beaucoup, là-dessus, c'est vraiment un principe que j'ai, c'est qu'on a mis beaucoup d'importance aux supporters. Et je revois des joueurs s'excuser sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont fait une mauvaise performance. Mais on est dans quel monde, les gars? C'est le foot d'aujourd'hui, malheureusement. C'est grave. Non, c'est pas le foot d'aujourd'hui, c'est cette après un match. C'est la communication d'aujourd'hui. L'exemple des Lyonnais il y a 2 ans, quand ils jouaient pour le maintien. On ne dit pas le contraire. Là, on est d'accord. Non mais Steve, c'est même pas rater un match. C'est s'excuser, c'est qu'ils ratent leur début de saison. Du bien quand t'as perdu 14 matchs. Je te parle pas que de Nice. Je te parle en général. Non mais là on parle de Nice. Nice, ils sont dans une mauvaise passe. Ils sont dans une mauvaise passe. Mais moi, je rappellerai quand même. Steve, ils sont à 6 points défaites sur le premier relégable. Oui, mais ils sont dans une mauvaise passe. Mais comment tu t'en sors de cette mauvaise passe? Le problème, c'est que là, c'est aller trop loin pour t'en sortir. Alors toi, tu peux pas. T'as la moitié de l'effectif qui veulent partir. Mais c'est ça. Les supporters et les joueurs. Les supporters et les joueurs, c'est comme dans un mariage. Honnêtement, c'est pour le meilleur et pour le pire. C'est pas parce que c'est le pire au niveau des résultats que derrière tu dois tout fracasser. Non, parce que sinon, il y a complètement un divorce, il n'y a plus personne, il y a un stade de 40-50 000 places, c'est le bordel. Et on arrive là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, entre des joueurs qui n'assument pas, qu'à un moment donné, ils sont juste à leur niveau. Voilà, ils sont juste à leur niveau. Et tu as des supporters qui n'arrivent pas à comprendre que leur équipe, ils sont pas capables de faire mieux que ce qu'ils font. Je pense très honnêtement que c'est tout. Tu viens au match, tu viens passer un bon moment. Les supporters, ils sont capables. Non, mais les supporters, ils sont. Même si tu supportes ton club et que des fois, très souvent, tu veux l'embellir et tu le regardes avec les yeux de l'amour et donc tu as l'impression que tu vois que des belles choses et les mauvaises choses, tu les vois pas. N'empêche que les supporters niçois, pour la plupart, c'est des connaisseurs de foot. Ils se rendent compte depuis le début qu'ils n'ont pas une équipe incroyable. De toute façon, tu prends pas tarte sur tarte. Ils se sentent trahis. Au bout d'un moment, tu te sens... Non, mais ils se sentent trahis par rapport à tout ce qu'on vient d'expliquer avec Manu. Ce que je veux dire, c'est que c'est l'investissement qui est pas là. C'est les personnes que Radcliffe a mis en place à l'OGC Nice qui aujourd'hui se sont trompées de A à Z. La vérité, c'est que le président, il a beau faire des réunions avec les supporters, il n'a pas le costume pour diriger un club comme l'OGC Nice. Il n'était pas là justement dans les incidents. Que le directeur sportif, comme le disait Manu, il est venu avec le titre de bon directeur sportif. C'est un bon directeur sportif. Non, mais oui, il fait du bon. Partout où il est allé, il a fait du bon travail la plupart du temps. Manu, t'as raison. C'est pas un mauvais directeur sportif. On peut pas dire que c'est une quiche, sinon il serait pas là. Le problème, c'est que là, en effet,
prends tes responsabilités. Tu t'es trompé sur le recrutement parce que tu n'étais pas en adéquation avec l'entraîneur sur certains profils. À l'arrivée, l'entraîneur, il n'arrive pas à les faire progresser. Donc forcément, tu te retrouves le bec dans l'eau aujourd'hui et c'est compliqué dans le vestiaire. Ouais. Et Francaise, il a prolongé aujourd'hui. Il baisse et il a rendu toutes les armes parce qu'il n'en peut plus. Il n'y arrive pas. Et lui aussi a fait preuve par moment d'incompétence, du moins des erreurs de communication. Des grosses erreurs de communication. Donc ça, plus ça, aujourd'hui, donne le néant total. Il y a une fracture et qu'aujourd'hui, tu ne peux plus avancer. T'imagines, tu as perdu tes deux meilleurs joueurs. Mais il y a aussi un truc, et je l'ai mentionné, sur toute la responsabilité. Moi, quand je regarde les matchs, parce que je les regarde, les matchs de l'OGC Nice, je veux bien que l'effectif soit pas non plus extraordinaire. Oui, mais comme je disais, c'est pas. Mais exactement. Comment tu peux expliquer que tu prends un but au bout de 30 secondes en Coupe d'Europe? Regarde le but de Gall contre Lorient. Je veux dire, à un moment donné, je veux bien. Oui, les joueurs abandonnent. Là, l'entraîneur ne peut plus intervenir là-dedans. Manu, là. Merci Maxime Tillier d'être venu. Merci Maxime. Mais juste pour finir, Manu, pour réagir à ce que tu dis, tu as raison sur l'investissement des joueurs et la prise de conscience. Mais le problème, c'est que le joueur, parce qu'on est passé par là, quand il se permet de se relâcher un peu, de faire comme a fait Klose, par exemple, joueur international, qui a été recruté très cher. Je suis blessé, pas blessé. Ouais, dis-moi, c'est un problème contractuel. Ce qui s'est passé à l'été, le transfert avorté, son gros con. Tu laisses la possibilité à ces joueurs-là d'être un petit peu maître du jeu et tout ça, alors que si tu as des dirigeants qui sont là, qui tapent du poing sur la table, ils feront jamais ça, les joueurs. C'est quoi, si tu fais le bilan de tout ça, ce qui s'est passé hier, je mets au défi quiconque de ramasser les joueurs dans le vestiaire à l'heure actuelle. Ah mais là c'est horrible. Il n'y a personne qui voudra jouer. Mais c'est horrible. Et le match dimanche à Angers, à l'Allianz Riviera. Avec qui vont jouer? Le centre de formation? Justement, on verra. Ça sera faudrait mieux faire le match à huis clos, ça serait mieux pour eux.